En juillet de cette année, la chaleur était insupportable, et ce n'est que la nuit que l'on pouvait ressentir un certain soulagement, lorsque des orages s'abattaient sur la ville et ses alentours. J'ai toujours aimé les orages nocturnes. Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de m'asseoir sur notre petit balcon pour observer les éclairs ramifiés illuminer le ciel sombre. Mais cette fois-ci, je n'ai pas eu le luxe d'en profiter. Je ne vais pas faire d'introduction, ni préciser qui je suis, d'où je viens, pourquoi et pour quelles raisons. Quand je tombe sur ce genre de passages dans les livres, je les saute immédiatement. Ces détails, bien qu'ils puissent être importants, glissent sur ma mémoire, qui préfère se concentrer sur les actions et les dialogues. Il est donc évident que dans mes propres écrits, je n'inclurai pas une longue présentation de ma biographie. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je suis écrivain et journaliste. J'écris souvent de courts essais sur des sujets variés, et j'ai ma propre chronique dans un journal bien connu. Voilà tout. Je ne préciserai pas non plus le lieu des faits, car ce qui s'est passé ici, et qui a inspiré mon nouveau travail, bien qu'il ne s'agisse pas d'un cas typique et qu'il soit plutôt étrange, aurait pu arriver n'importe où et à n'importe qui. Sur Terre, nous sommes 9 milliards, et qui sait ce qu'un individu peut imaginer? Le monde regorge de fous, et nous le sommes tous un peu, à des degrés divers. Je voyage souvent pour mon travail, bien que souvent soit peut-être exagéré. Disons que mon rayon d'action est plus restreint, mais je ne m'étendrai pas sur ce point, comme promis. Quoi qu'il en soit, ce voyage, comme toujours, était lié à mon travail d'écrivain. Je peux écrire sur presque tout, comme je l'ai dit, mais le sujet qui me fascine le plus vient du monde du crime. J'ai commencé ma carrière en écrivant sur ce domaine, avec un certain succès, et ma popularité a rapidement grimpé. Cela m'a permis de collaborer étroitement avec la police, et ces dernières années, ce sont eux qui viennent souvent me chercher. C'est ce qui s'est passé cette fois encore. Dans cette ville, où je suis arrivé en train, vivait un vieil ami, un shérif local. À chaque fois qu'il avait une affaire intéressante, il m'appelait immédiatement. Lorsque j'ai reçu son appel au début du mois de juillet, j'ai tout de suite su que mes vacances seraient été compromises. Il n'a voulu me donner que très peu de détails, se contentant de répéter une dizaine de fois « C'est absolument incroyable ». Pendant tout le trajet, je n'ai cessé de m'imaginer ce qu'il avait pu découvrir, mais plus je réfléchissais, plus mes suppositions me paraissaient absurdes. Dès mon arrivée, je me suis rendu directement au commissariat. Avec une petite valise sur l'épaule, déséquilibrant ma silhouette mince, j'ai décidé de remettre à plus tard la recherche d'un hébergement. Mon ami m'a accueilli avec un sourire peu enthousiaste, ce qui était inhabituel pour lui, et m'a tendu une enveloppe épaisse, faite de ce que j'appelle du papier brouillon. Il n'a rien voulu m'expliquer et s'est contenté de me dire d'ouvrir l'enveloppe et de lire son contenu dès que possible. Bien sûr, ma curiosité était à son comble, mais ouvrir l'enveloppe en plein milieu du commissariat, avec ma valise posée à mes pieds, aurait été étrange. J'ai donc patiemment attendu le taxi que ma nièce, qui heureusement s'était installée dans cette ville 2 mois auparavant, avait commandé pour moi. Elle étudiait encore dans une université prestigieuse, dont le nom est imprononçable pour moi, et elle avait trouvé un petit appartement en périphérie, dans une zone bordée de vastes étendues et de forêts verdoyantes qui ondulaient sur des collines et des vallées. Quelle joie pour elle de voir son oncle adoré débarquer, en plus avec du matériel de travail sous le bras. Mais je n'étais pas d'humeur à célébrer ou à participer à des rituels de bienvenue. Je me suis rapidement retiré dans la petite chambre qu'elle m'avait attribuée. En ouvrant l'enveloppe portant le logo « Aidons à sauver la nature », j'ai découvert 2 dossiers. L'un, plus mince, contenait un rapport de la scène de crime, et l'autre regroupait des preuves matérielles. Bien sûr, il s'agissait de copies. Le contenu du rapport m'a profondément surpris. Jamais encore je n'avais été confronté à des crimes aussi terrifiants, et encore moins dans des circonstances aussi étranges. Vous vous demandez sûrement ce qui s'est passé. Pas si vite. Je ne vais pas tout révéler immédiatement car j'ai quelque chose de plus captivant à partager. Le deuxième dossier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à faire une petite précision. Dans ce deuxième dossier, j'ai trouvé un manuscrit, ou plutôt des notes rédigées avec une écriture minuscule et désordonnée, mais néanmoins lisible sur des feuilles de bloc. Il m'a fallu plusieurs jours pour tout lire, puis encore quelques jours pour tout transcrire sur mon ordinateur, et enfin 1 semaine pour les éditer. Je vais les présenter ici, dans les prochains chapitres, ce qui en fait une œuvre coécrite, car j'ai dû remanier beaucoup de choses pour rendre le texte plus fluide. Ce manuscrit m'a bouleversé. Jamais auparavant je n'avais été confronté à quelque chose de tel. Ces notes, bien sûr, racontaient le crime qui avait eu lieu à l'autre bout de la ville. Mais les détails, vous les découvrirez par vous-même. Cela s'est passé en juillet de cette année. La chaleur était insupportable, et ce n'est que la nuit qu'un léger répit se faisait sentir lorsque des orages éclataient au-dessus de la ville et de ses environs. La ville, d'ordinaire calme, n'était troublée que par le grondement du tonnerre qui brisait parfois la quiétude des habitants. Ces derniers étaient paisibles et peu habitués aux grands crimes, ce qui les rendait peu méfiants, comptant sur la sagesse de leurs voisins.
Il fallait leur reconnaître ce mérite. Cette confiance n'était pas facile à obtenir, mais elle était ici pleinement justifiée. Pourtant, la paix de ce petit village, niché en partie dans les montagnes et en partie dans les ravins, fut troublée par l'arrivée de nouveaux venus. Une maison discrète de 2 étages, à la façade usée et aux planches parfois disjointes, sous une peinture écaillée, se trouvait en périphérie de la ville, juste là où commençait la campagne, et où l'on apercevait des fermes de tailles variées, appartenant à des propriétaires de fortunes diverses. Cette maison n'avait appartenu à personne depuis longtemps, jusqu'à ce qu'un certain monsieur Fischer l'achète auprès des autorités locales. Il y vivait depuis un mois, mais il ne semblait même pas avoir envisagé d'en améliorer l'apparence extérieure. Personne ne savait à quoi elle ressemblait à l'intérieur, et l'on pouvait seulement espérer que ce monsieur Fischer n'était pas un ermite ascétique, méprisant les commodités de ce monde. Personne n'avait pris la peine d'établir un contact avec le nouveau voisin, car il était presque invisible. Il se montrait rarement en public, mais sa présence finit par devenir une habitude pour les habitants, à tel point qu'ils en oublièrent même son existence. Mais au bout d'un mois, sa maison attira de nouveau l'attention. Pendant une semaine, divers visiteurs se présentèrent chez lui et chacun semblait s'installer pour rester, ce qui déjà était très étrange. Certains pensèrent qu'il s'agissait peut-être d'une secte, mais cette supposition devint rapidement une plaisanterie que personne ne prit au sérieux. Bien sûr, aucun des invités de M. Fischer n'appartenait à une secte ni n'avait de lien particulier avec la religion. Mais ils ne s'empressaient pas pour autant de révéler leur véritable nature, tout comme le maître des lieux. Fischer, pour sa part, gérait avec une précision presque maniaque l'arrivée de ses invités, et aujourd'hui, il attendait les derniers. Margaret et Walter étaient l'exemple parfait d'un couple solide, dont le lien semblait indestructible. Cependant, vivre avec eux n'aurait pas été facile. Walter était considéré comme un despote et un tyran, indifférent aux autres et incapable de supporter qu'on le dérange. Margaret, à l'opposé, était calme et posée, mais tout aussi égoïste que son mari. Seul Dieu savait comment ils parvenaient à vivre en harmonie. Bien que leurs caractères se ressemblassent, leur profession, elle, était étonnamment différente. Margaret travaillait comme notaire et possédait son propre cabinet où Fischer se rendait parfois. Walter, lui, était propriétaire d'un cirque ambulant et y travaillait aussi comme dompteur. Certains plaisantaient en disant que le mauvais caractère de Walter venait de son travail avec des animaux exotiques, qui l'obligeaient à sauter à travers l'arène en montrant les crocs. Durant toute la semaine où ses invités arrivaient, Fischer ne s'était pas montré une seule fois hors de sa sombre demeure. Mais aujourd'hui, il fit une apparition en public. Ce qui était surprenant, ce n'était pas tant sa présence, mais le fait qu'il alla jusqu'à la gare pour accueillir le couple. Aucun des précédents invités n'avait eu droit à cet honneur, ce qui était plutôt étrange. Il semblait que Walter et Margaret étaient des invités particulièrement importants et attendus dans cette maison. Comme les autres visiteurs avant eux, Margaret et Walter n'avaient emporté que 2 petites valises. Fischer ne dit rien de plus qu'un bref salut et appela un taxi, qui arriva étonnamment vite. Les voisins, qui vivaient pour la plupart depuis au moins une décennie dans ce petit village et connaissaient presque tout le monde de vue, même s'ils n'avaient pas forcément de bonnes relations entre eux, observaient désormais avec méfiance et curiosité Fischer monter dans la voiture avec les 2 inconnus, Walter et Margaret. Les habitants de la vieille maison délabrée, chacun occupé à ses propres affaires, accueillirent les nouveaux venus sans grand enthousiasme. D'ailleurs, aucun des résidents ne se connaissait réellement et ils se traitaient avec une grande méfiance. Fischer, qui avait réuni toutes ces personnes sous un même toit, avait pour intention de changer cette situation, bien qu'à l'avenir, aucun d'entre eux ne connaîtrait une vie paisible et harmonieuse. Il installa Margaret et Walter dans la dernière chambre libre du 2e étage et leur suggéra de se joindre au dîner à 16h, où il présenterait enfin chaque invité. Dans la maison décrépite, il n'y avait ni salle à manger ni salon, ce que Fischer avait dû remédier d'urgence. Il avait tant mis d'efforts à aménager l'intérieur qu'il avait complètement négligé l'apparence extérieure. Mais ce détail n'inquiétait personne, pas plus que l'état des pièces, car jusqu'à l'heure du dîner, tous les invités étaient sur le qui-vive, évitant autant que possible les dialogues inutiles et fuyant les couloirs comme si ceux-ci étaient en feu dès qu'ils croisaient un voisin. Seules 2 personnes semblaient en parfaite harmonie, ignorant l'atmosphère générale de nervosité, Margaret et Walter. Cela n'avait rien de surprenant. Mais si quelqu'un parmi leurs voisins avait connu la véritable nature de chacun, il aurait été bien difficile de croire à une telle entente. Au Kansas, Fischer avait la réputation d'être un avare impitoyable. Il ne versait pas un seul centime à ses rares proches, y compris son ex-épouse et leurs 2 enfants, bien que tous eussent besoin d'aide financière, particulièrement ses enfants. Pourtant, malgré une fortune considérable, il n'envisageait même pas de partager cette richesse.
Imaginez le scandale qui aurait éclaté si ces personnes avaient en découvert combien d'argent il avait dépensé pour rénover une maison abandonnée et organiser le séjour de ses invités. En réalité, aucun d'entre eux n'avait jamais eu de lien avec les autres. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, encore moins parlé auparavant. C'était étonnant, car une chose les unissait, Fisher lui-même. Il connaissait chacun d'entre eux, sans cela, cette réunion n'aurait jamais eu lieu. Bien que le terme « réunion » soit un peu exagéré, car seulement 10 personnes étaient arrivées, chacune avec un caractère unique, une profession spécifique et, surtout, un nombre de squelettes dans leur placard, suffisant pour faire frissonner d'effroi. Quant à Fisher, il avait bien plus de squelettes dans son placard que quiconque dans cette maison. Et ces squelettes avaient l'habitude de faire un tel bruit de temps en temps qu'ils mettaient tout le monde mal à l'aise. Mais qui était vraiment Fisher ? Peut-être le personnage le plus fascinant de cette histoire, ne serait-ce que parce qu'il avait eu l'idée saugrenue de réunir un groupe de connaissances sous un même toit. Et pourquoi ? Voilà une question à laquelle il faut répondre par étapes. Fisher avait participé à un grand nombre d'expéditions et s'était forgé une réputation de chasseur de trésors. Il avait visité des coins du monde où aucun touriste n'oserait jamais s'aventurer. Il travaillait toujours seul, bien qu'il fît parfois appel à l'aide de quelques personnes. Pourquoi n'aimait-il pas s'entourer de compagnons ? Parce qu'il était avare et qu'il partageait à contre-cœur le moindre butin. Par principe, il devait payer une somme conséquente à ses aides, uniquement pour éviter qu'il ne proteste ou ne se rebelle. Un jour, un de ses connaissances, un homme qu'il n'appréciait guère, mais qu'il tolérait par nécessité, l'entraîna dans une longue et épuisante expédition nécessitant la participation d'un grand nombre de personnes. Chacune d'entre elles était passionnée par la chasse au trésor et animée par un désir ardent de s'enrichir rapidement, ce qui les poussa à accepter de participer. L'organisateur de cette folle aventure dut suer sang et eau pour convaincre Fisher de se joindre à eux. Le résultat fut que Fisher reçut le revenu le plus bas de toute sa carrière, ce qui le mit dans une rage noire. Mais que venaient te faire ces invités superflus dans cette histoire ? Non, ils n'avaient pas participé à cette expédition, car, comme déjà mentionné, ils ne se connaissaient pas. Mais il y avait une raison pour laquelle Fisher les avait réunis. Et son objectif était unique, leur prendre tout ce qu'il estimait lui revenir de droit. À peine 30 minutes après le début du dîner, le bruit des conversations s'élevait déjà dans la salle à manger improvisée mais élégante. Les invités, qui quelques heures plus tôt se jaugeaient avec méfiance, discutaient maintenant avec animation. Pourtant, même dans ce petit groupe de 10 personnes, 2 camps s'étaient formés, chacun échangeant sur divers sujets. Walter était le seul à ne pas montrer beaucoup d'enthousiasme. Il était simplement adossé à sa chaise, écoutant attentivement tout ce que disait son épouse. Avant que les convives ne commencent à manger, Fisher avait donné un bref résumé de la biographie de chacun des présents. Marco, un homme qui semblait avoir une 50aine d'années, était assis à droite de Walter et pour l'instant était le seul à trouver grâce à ses yeux. Il possédait une grande boutique d'antiquités dans sa ville et avait obtenu nombre de ses articles grâce à Fisher. Bien que Marco semblât calme et intelligent, il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives. Quiconque à cette table pouvait s'avérer être une personne de moralité douteuse, et ce serait encore un euphémisme. Celui que Walter avait détesté dès le premier regard était le voisin de Margaret, Anthony. Du moins, c'était l'impression qu'il donnait de l'extérieur. Anthony, comme Marco, n'était plus jeune. Titulaire d'un doctorat en médecine, il travaillait dans une clinique psychiatrique où un jour avait été admis le fils aîné de Fisher. Ce dernier avait d'abord souffert des conséquences de sa consommation de drogue, puis de celles infligées par ceux qui les lui vendaient. Le visage d'Anthony affichait lui aussi une expression de déplaisir lorsqu'il posait les yeux sur l'un des convives, mais il ignorait Walter, préférant employer tout son talent de conversation avec Margaret. Cette dernière ne semblait pas s'en formaliser. Elle souriait parfois gentiment, jetant de temps en temps un regard à son mari taciturne, qui avait commencé à discuter avec Marco. Ces 4 personnes formaient le sombre petit groupe qui s'était isolé du reste de l'assemblée, laquelle s'amusait sans raison apparente, ce qui irritait profondément Walter. Il n'y avait que 3 femmes à table. Outre Margaret, belle de visage et plutôt agréable de caractère, 2 autres dames, moins élégantes mais non dénuées de charme, occupèrent les lieux. Abigail, à première vue, semblait peu soucieuse d'apprendre les bonnes manières, et parfois elle riait plus fort que les hommes de la compagnie. Cela ne gênait personne. On l'avait accueillie avec plaisir dans cette joyeuse communauté. Abigail ne faisait rien d'autre que dépenser l'argent de son mari et ne se préoccupait guère de ce que signifie réellement fonder une famille, avoir des enfants. Il était impossible d'imaginer cette femme s'occuper de 2 petits, pleurant et agitant leurs petites mains potelées à chaque minute. Abigail ne correspondait pas au rôle d'une mère. Avec des enfants, elle ressemblerait à ces nombreuses femmes fortunées qui traînent leurs pauvres rejetons dans toutes sortes de réunions où ils n'ont pas leur place. Glenn, en revanche, était totalement différente de sa voisine.
Non seulement elle se montrait extrêmement réservée, mais elle parlait si peu qu'on aurait dit que les mots peinaient à sortir de sa bouche. C'était la plus jeune des femmes présentes. Elle venait tout juste de finir ses études et s'était lancée dans le commerce. Elle était encore loin d'avoir une boutique aussi prestigieuse que celle de Marco. Mais selon Fischer, c'était une excellente gestionnaire. Avec son caractère discret et silencieux, il était difficile de l'imaginer comme une dirigeante efficace, capable de contrôler une équipe conséquente tout en évitant habilement les conflits. Tout, dans son apparence, donnait l'impression qu'elle serait la première à se jeter dans une dispute, peu importait avec qui. Peut-être que le proverbe « l'habit ne fait pas le moine » ne s'appliquait pas dans son cas. Quant aux 3 hommes restants, ils semblaient s'être liés d'amitié dès les premiers instants. Tous étaient du même âge et impliqués, chacun à sa manière, dans le monde de l'argent. Warren travaillait comme courtier en bourse. Fischer le recommandait comme une personne très honnête, mais personne ne pouvait garantir que l'argent ne restait pas parfois collé à ses mains. Il était le plus jovial du groupe, et avec Abigail, il formait un duo particulièrement intéressant, devenant le centre de l'animation dans cette maison. Blaise, en revanche, ne partageait pas cet enthousiasme. Spéculateur dans le commerce, il n'était pas habitué à plaisanter avec ses clients. Personne ne connaissait les détails de ses activités, mais il était évident qu'il disposait d'autant d'argent que le mari d'Abigail, qui, avec une femme comme elle, pouvait se retrouver ruiné à tout moment. Blaise était plutôt apathique et répondait aux questions avec désinvolture, si tant est que quelqu'un décida de l'inclure dans une conversation. Parfois, il esquissait un sourire, lançant des regards en coin à Walter et Marco, qui commençaient à ressentir un mépris croissant envers les clowns en face d'eux. Le dernier invité, Isaac, travaillait comme agent immobilier. C'est par son intermédiaire d'ailleurs que Fischer avait trouvé cette maison délabrée. Apparemment, il avait l'habitude de gérer des propriétés bien plus luxueuses et des clients beaucoup plus fortunés, à qui il cherchait à soutirer les commissions les plus élevées possibles. La majorité des billets, qui passaient sous les yeux de Warren chaque jour, finissaient sans doute dans les mains d'Isaac. Ce dernier ne voyait pas non plus d'un bon œil le groupe opposé, qui menait une conversation calme, et semblait échanger des regards lourds de sous-entendus qu'il était hors de question de formuler à voix haute. Bien qu'il écoutât d'une oreille les joyeux bavards, incapables de discuter de quoi que ce soit de sérieux en dehors de leur travail, il faisait semblant de rire tout en prêtant l'autre oreille à la discussion de l'autre camp. Walter avait remarqué cet individu dès le début, et c'est pourquoi il parlait à Marco à voix basse, refusant que l'agent immobilier mette son nez là où il ne devait pas. L'atmosphère, initialement tendue, s'était détendue, ce qui convenait parfaitement à Fischer. Tout dans son attitude indiquait qu'une fois le dîner terminé, la plaisanterie prendrait fin, elle aussi. « Je n'aime pas la tête de Fischer », murmura Walter à Marco, sans détacher ses yeux soupçonneux de leur hôte. « Il est évident qu'il ne nous a pas invités ici sans raison, mais ce visage de cochon mijote un mauvais coup. » Walter ne se doutait pas à quel point il avait raison. Fischer, s'assurant que l'attention des invités était portée ailleurs, se leva discrètement de table et disparut par une porte branlante, à peine accrochée à ses gonds. Seules 2 personnes remarquèrent tard son absence, Marco et Walter. Les autres, visiblement, s'en fichaient. Tandis que les uns continuaient leur conversation animée, ou du moins faisaient semblant, Walter ne cessait de bouger nerveusement sur sa chaise, de plus en plus irrité par cette comédie qui s'éternisait. Margaret, qui jetait de temps à autre un regard indéchiffrable à son mari, commençait à le regarder avec une inquiétude croissante, consciente de ce que Walter pourrait faire s'il venait à perdre son calme. L'horloge marquait 6 heures lorsque Fischer revint à table. Certains, qui avaient fini par remarquer son absence au cours de cette interminable 2e heure de dîner, le regardèrent avec une légère confusion, comme s'ils attendèrent de lui une explication. Walter cessa de remuer sur sa chaise et lui lança un regard chargé d'une colère mal dissimulée, ce qui poussa Margaret à interrompre sa conversation avec Anthony pour se concentrer sur son époux, visiblement troublé. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda-t-il en remarquant son regard inquiet. « Calme-toi, Walter, tu es entouré de personnes. »« Pas d'animaux, » répondit-elle à voix basse, tentant d'appeler à son bon sens. « Et qu'ai-je fait ?» À cette question, pleine de mécontentement, elle ne trouva rien à répondre. Comment expliquer à Walter qu'il devait apprendre à maîtriser les émotions qui s'affichaient clairement sur son visage? Pour lui, cela semblait incompréhensible, car il croyait que son expression était toujours angélique. Margaret ne pouvait dire avec certitude s'il le pensait réellement ou s'il plaisantait simplement. Car les blagues, souvent très grossières, faisaient en partie de ses spécialités. « Mes amis, je suis sûr que vous vous demandez tous pourquoi nous sommes ici », lança Fischer, attirant l'attention de tous les invités. Dans la salle à manger, un silence absolu s'installa, uniquement troublé par les mouvements de ceux qui ne pouvaient s'empêcher de remuer sur leur siège. Vous me connaissez tous comme un amateur d'aventure, et je dois vous dire, cette fois,
je vous ai réunis ici pour vous inviter à participer à une aventure fascinante. Et les gagnants de ce jeu recevront un prix des plus précieux. Le trio des courtiers, Warren, Isaac et Blaise, perçut immédiatement un sous-texte subtil, bien que, cette fois, leur instinct les trompait irrémédiablement. « Mais aujourd'hui, vous êtes fatigués, » poursuivit Fischer, « et il ne serait pas correct de ma part de vous accabler avec des règles complexes dès ce soir. Alors, considérez cette nuit comme votre dernier moment de repos. Après cela, il faudra vous surpasser. Je vous propose de nous retrouver demain à la même heure, et pendant le dîner, je vous expliquerai tout. D'accord ? » Évidemment, la majorité approuva la suggestion de Fischer, ce qui n'était guère surprenant. Étant déjà bien éméchés et bavards à l'excès, presque aucun des invités n'était en état de réfléchir clairement. Fischer, maître dans l'art d'élaborer des règles complexes qu'il fallait comprendre avant de se lancer, avait tout orchestré. Il était encore tôt, et Warren, figure dominante de son groupe, décida de briser la pause inconfortable en proposant une partie de poker. Son équipe, même ceux qui partageaient au moins son enthousiasme mais préféraient sa compagnie à celle de Fischer et consorts, accepta avec entrain. Personne ne s'embarrassa de demander aux autres s'ils souhaitaient se joindre à eux. Cela semblait inutile. Ni Margaret, ni son époux, ni Tony, encore moins Marco, n'avaient envie de jouer avec ce groupe peu engageant. Lorsque Fischer et le groupe de Warren se retirèrent, Walter, remarquant l'intérêt marqué de Margaret pour sa conversation avec son interlocuteur, décida de se dégourdir les jambes. Il suggéra rapidement à Marco, déjà sur le point de partir, de l'accompagner. Ce dernier accepta volontiers. « Je vais faire un tour, je reviendrai plus tard », dit Walter à sa femme avant de se diriger vers l'escalier. Elle hocha distraitement la tête, absorbée par les paroles de Tony. Walter soupira bruyamment et poussa la porte qui émit un grincement plaintif. L'ancienne demeure était entourée d'une clôture tordue qui s'élevait à plusieurs mètres au-dessus du sol, ne permettant de sortir que par un portail qui craquait autant que la porte de la salle à manger. Walter sortit lentement des limites de l'enclos et jeta un coup d'œil autour de lui pour trouver un endroit agréable où marcher. Lorsqu'il en repéra un, il s'y dirigea tranquillement, attendant que Marco le rejoigne. Le soleil avait brûlé toute l'herbe des environs, et un mélange d'odeurs de foin et de légères effluves d'échappement provenant de la route principale, distante de la maison, flottait dans l'air. De ci de là, de petits buissons épars se dressaient, pas assez grands pour permettre à quiconque de s'y dissimuler, et derrière eux, on apercevait des groupes de maisons de taille et de hauteurs variées, chacune accompagnée d'un terrain suffisant pour abriter de modestes fermes. Cette région pauvre avait un seul avantage, et en même temps, sa plus grande richesse, un élevage de chevaux situé au nord de l'agglomération, ressemblant à un véritable complexe avec son propre hippodrome. On pouvait supposer que le propriétaire de cet élevage était l'homme le plus riche des environs, bien qu'il ne vivait probablement pas ici, mais dans quelque grande ville. Walter choisit un sentier étroit, qui ne semblait mener nulle part de particulier, et marcha à son rythme aux côtés de Marco. De temps à autre, il croisait des paysans locaux, qui les regardaient avec méfiance, reconnaissant immédiatement des étrangers. Walter ne comprenait pas pourquoi tous semblaient si hostiles envers les nouveaux venus, mais il n'avait pas l'intention de creuser davantage la question, car lui-même avait bien du mal à avoir une opinion favorable sur les habitants du coin. « Pourquoi n'as-tu pas invité ta femme à se promener avec nous ?» demanda Marco, une fois qu'il s'était bien éloigné de la maison de Fischer. « Elle a trouvé une meilleure compagnie, » répondit Walter en haussant les épaules, « et ce n'est pas la première fois. Que veux-tu dire ? Tu vois, Margaret et moi, nous ne sommes plus vraiment mari et femme, mais plutôt des amis, des compagnons, pas des époux. Elle a déjà eu plusieurs amants, et j'ai l'impression que ce révérend Anthony en sera un de plus. Je ne comprends pas comment vous pouvez vivre comme ça, s'étonna Marco en arquant les sourcils. C'est comme ça que les choses se sont passées, haussa de nouveau les épaules Walter, secouant une feuille sèche tombée d'un arbre mort sur sa tête. Je me suis marié par amour, mais maintenant, où est passé cet amour? Je l'ignore. Et toi, es-tu marié? Non, jamais. Je fais partie de ces idiots qui attendent que la femme parfaite entre dans leur vie. Ah! Walter éclata d'un rire soudain. Tes espoirs ne sont pas complètement insensés. Au moins, tu ne tomberas pas sur une éhontée qui flirte à droite et à gauche. Marco sourit, tentant de ne pas relever le ton abrupt de Walter. Visiblement, parler ainsi semblait naturel pour lui, presque une habitude. Ce filou de Fischer m'inquiète, dit Walter, redevenant sérieux. Je le connais bien, et je suis sûr que demain, il fera quelque chose qui nous fera regretter d'avoir mis les pieds dans cette histoire pendant 100 ans. D'ailleurs, quel genre de relation as-tu avec Fischer? D'accord, ta femme est notaire, mais toi, tu es propriétaire d'un cirque. Qu'est-ce qu'il fait? Il collectionne les animaux dressés. Il y a quelques années, Fischer est venu chercher une babiole pour sa collection. Cet objet, mon père me l'avait laissé, et j'ai décidé de le vendre. Je n'aime pas accumuler des vieilleries, je ne suis pas collectionneur.
Il a essayé de négocier le prix à la baisse, mais je n'ai pas cédé. Pas par avarice, mais parce que je savais que ce genre de choses ne se vend pas à bas prix. Depuis ce jour, il me garde rancune. « Et c'était quoi ?» demanda Marco, visiblement intéressé par l'histoire. « Un vase ou quelque chose comme ça », répondit Walter avec dédain. La nuit tombait, et les cigales, dans l'herbe sèche, commençaient leur mélodie. Walter s'arrêta un instant, respirant profondément l'air pur, puis fit demi-tour pour revenir sur ses pas. Il n'osa pas s'aventurer davantage, ne connaissant ni la région, ni ses habitants. Lui et Marco rentrèrent à la maison assez tard, découvrant que Warren et son groupe continuaient à s'amuser à l'étage tandis que Margaret avait disparu avec Anthony, ce qui ne surprit pas Walter. Fisher ne s'était pas montré non plus, et aucune lumière ne filtrait sous la porte de sa chambre. Soit il n'était pas chez lui, soit il dormait déjà, soit il avait décidé de rejoindre les buveurs, ce qui semblait peu probable. Walter, qui n'avait pas la moindre envie de dormir, proposa à Marco, tout aussi éveillé, de faire un tour dans la maison à la recherche de rats, dont le nombre semblait infini. Walter était le seul à penser qu'il n'y en avait pas plus d'une dizaine, et que l'illusion de leur grand nombre était causée par un rat hyperactif incapable de rester en place, se déplaçant d'un endroit à l'autre. Walter se réjouissait d'une seule chose. Les rats n'avaient proliféré que dans l'entrepôt et la salle à manger, sans oser pointer leur museau dans les chambres. Si cela avait été le cas, Walter aurait sans aucun doute éliminé à la fois les rats et Fisher. Après avoir sorti une lampe torche de son bagage, Walter se dirigea dans le couloir, entraînant Marco à sa suite, ce dernier visiblement perplexe quant aux raisons pour lesquelles Walter avait eu l'idée d'inspecter une maison infestée de rats. Le grincement continu des planches du sol était la meilleure description que l'on pouvait faire du rez-de-chaussée de la maison. Le parquet de la salle à manger grinçait tout autant, mais personne ne le remarquait, noyé dans le brouhaha des conversations constantes qui couvraient même les bruits provenant de la rue par les fenêtres ouvertes. À présent, ces fenêtres étaient verrouillées avec tous leurs loquets, et l'air dans la maison devenait un peu étouffant. Pourtant, Walter n'osa pas ouvrir ne serait-ce que les lucarnes, craignant de toucher quoi que ce soit que le propriétaire de la maison aurait manipulé. Fisher était de ces hommes que même Walter craignait, car ses aventures définissaient toujours mal, et le jeu qu'il préparait avait poussé le Walter habituellement distrait à se montrer plus vigilant. Le couinement des souris se faisait entendre depuis un coin sombre, et Walter braqua immédiatement le faisceau de lumière dans cette direction. 2 rats maigres, semblant affamés jusqu'à l'arrivée de Fisher, coururent terrifiés vers leur cachette, effrayés par le brusque faisceau lumineux. Walter les regarda avec lassitude tandis que leur queue effilochée disparaissait, et, pour une raison obscure, il s'imagina à la place de ces rats. Fisher pourrait tout aussi bien les épuiser jusqu'à leurs limites, les poussant à un effondrement physique et mental, les transformant en ces mêmes créatures. Walter dirigea le faisceau de lumière vers le sol et commença à l'examiner minutieusement à la recherche d'une trappe menant à une cave. Walter ne tarda pas à partager ses soupçons avec Marco, en qui il avait désormais une confiance totale. Mais Marco, réticent à tirer des conclusions, haussa simplement les épaules. Il n'écarta toutefois pas la possibilité que quelque chose de fâcheux puisse survenir le lendemain. Walter décida alors d'inspecter toute la maison, afin d'éviter de découvrir plus tard qu'elle cachait des secrets. À part la haute clôture, le portail et le petit morceau de terre complètement stérile autour, il n'y avait rien d'autre. Cette observation renforça en lui l'idée qu'un sous-sol devait se trouver sous la maison. Pourtant, malgré leurs recherches minutieuses, Walter et Marco ne trouvèrent rien. Déçu, Walter quitta la salle à manger et commença à tester chaque centimètre des planches du sol, qui parfois pliaient sous son poids sans révéler la moindre cavité. Cette tâche monotone finit par épuiser Walter. Éreinté, il s'effondra sur les marches de l'escalier, mentalement résigné à abandonner toute tentative de percer les mystères de cette maison à la fois énigmatique et repoussante. Marco, de son côté, refusa de se laisser décourager aussi facilement. Il confisqua la lampe de poche de Walter et prit l'initiative de poursuivre les recherches. Habitué à la lumière constante des projecteurs de son cirque, Walter se sentait mal à l'aise dans la pénombre, tandis que Marco s'éloignait de plus en plus dans sa quête infructueuse. Walter tenta plusieurs fois de se lever pour le rejoindre, mais quelque chose le retenait sur place. À l'étage, les rires résonnaient encore, signe que le groupe de joueurs n'avait aucune intention de se disperser. Walter soupçonnait qu'en ayant perdu autant de temps, ils avaient probablement accumulé une cagnotte d'enjeux comparable à celle des marchés financiers. Marco continuait d'explorer la maison, mais le rez-de-chaussée ne révéla aucune surprise, si ce n'était des rats et le grincement incessant des planches du sol. D'ordinaire, Marco n'était pas du genre à s'agacer, mais il commençait à ressentir une frustration croissante. Il gardait l'espoir que Walter ait raison. En atteignant un mur où était accroché un portrait d'origine inconnue,
sans date précise de création ni identification de la personne représentée. Marco s'arrêta. Il sentit soudain les planches sous ses pieds fléchir légèrement. Aucune autre partie de la maison n'avait montré un tel mouvement. Marco plaça instinctivement la lampe de poche entre ses dents et s'agenouilla pour examiner l'endroit. Il n'y avait pas de poignée sur la trappe, mais il parvint à la soulever, se plantant au passage plusieurs échardes dans les doigts. Il posa la trappe, dont les planches étaient pourries à l'intérieur, contre le mur et éclaira l'espace qui s'ouvrait devant lui. Tout près, une échelle rouillée descendait. Les marches semblaient fragiles et à première vue, le sol, couvert de paille, se trouvait à environ 6 mètres de profondeur. Marco se releva d'un bond, sans même prendre la peine d'épousseter la poussière et la saleté de son pantalon, et courut retrouver Walter, qui avait déjà perdu tout espoir. Walter n'en crut pas ses yeux. Son intuition avait été correcte après tout. Pris par l'excitation, il ne prit pas le temps d'observer autour de lui et descendit aussitôt l'échelle, sautant les 2 derniers mètres pour atterrir sur la paille. Marco le suivit avec plus de précaution, refermant la trappe par précaution, et sentit sous ses chaussures le moelleux de la paille. Walter s'empara de la lampe de poche et s'avança, éclairant chaque recoin et examinant les murs. À première vue, ce n'était pas un sous-sol, mais plutôt un entrepôt. 2 étagères hautes étaient chargées de vieilleries de toutes sortes. Walter trouva même plusieurs bouteilles de poison pour rats, toutes vides. Les étiquettes, partiellement décolorées ou déchirées, n'indiquaient plus rien. Certaines bouteilles étaient avancées couvertes de toiles d'araignée épaisses, où se déplaçaient des araignées noires de la taille d'un quart de phalange. Sur une des étagères, Marco dénicha une simple scie manuelle, bien loin d'une tronçonneuse, mais elle était si émoussée qu'elle était inutilisable, et rien ne permettait de l'affûter. À côté, des clous tordus, visiblement endommagés par l'ancien propriétaire, traînaient avec une paire de pinces et quelques tournevis. Il n'y avait ni marteau, ni poinçon, ni autre outil comparable. En résumé, ce n'étaient que des rebuts, inutiles pour blesser quelqu'un, encore moins pour tuer. Cependant, Walter eut plus de chance. En fouillant un coin de l'entrepôt, il trouva une lourde hache, étonnamment bien affûtée. Mais il dut la libérer d'un amas de toiles d'araignée, secouant violemment les araignées noires qui tentèrent de grimper sur lui comme attirées par du miel. « Pourquoi as-tu besoin d'une hache ?» demanda Marco, en observant Walter nettoyer cet antique outil avec une ferveur épuisée. « Au cas où !» murmura Walter en réponse. « Je veux m'assurer que personne ne m'attaque. Mais qui ferait ça ? Quelqu'un le fera quand Fisher annoncera les règles du jeu. Je veux pouvoir dormir tranquille, sachant que je ne serai pas tué, avec une arme que je n'aurais pas moi-même récupérée. » Marco haussa simplement les épaules. Il ne pouvait imaginer ce que Fisher avait en tête pour que quelqu'un décide de tuer un autre, mais il commençait à douter de Walter. Avait-il l'intention de commettre un meurtre ? Pourtant, Marco n'était pas naïf. Il avait emporté avec lui un revolver Smith & Wesson calibre 38 accompagné de 5 cartouches de rechange. Il savait que diriger une boutique d'antiquités pouvait rapporter gros, mais il connaissait également les dangers liés à ce type d'activité, où des individus cupides tentaient souvent de s'approprier des biens. Il n'était pas du genre à agir inconsidérément, encore moins à tuer un pauvre voleur, mais il n'avait pas acheté son revolver sans raison. « Et que ferais-tu si quelqu'un te tirait dessus ?» demanda Marco, souhaitant tester la réaction et l'honnêteté de Walter. « As-tu vu des armes à feu ici ?» répondit Walter par-dessus son épaule, continuant de nettoyer le manche de la hache. « J'ai un revolver. » Walter se figea, abaissant la main qui tenait la hache, et se retourna lentement pour regarder Marco. Difficile de dire s'il était effrayé ou surpris, mais une chose était certaine, il n'était pas content. « J'ai du mal à croire que tu me ferais sauter la tête avec une balle, » dit-il d'une voix froide et posée. Marco sourit, dissipant la tension qui avait envahi Walter. Son nouveau compagnon venait de passer le test. « Bien sûr que non, je ne le ferai pas, » le rassura Marco. « Mais si l'un de ces amateurs de poker ou quelqu'un d'autre possédait une arme, que ferais-tu dans ce cas ? Ce soir, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ils sont tous complètement ivres. Pour la suite, tout dépendra des circonstances. » Marco acquiesça, son sourire s'effaçant. Il était évident que Walter ne comprenait pas encore complètement l'absurdité du jeu de Fisher, ce qui l'empêchait de tirer des conclusions hâtives. Pourtant, Marco avait déjà remarqué que Walter avait tendance à agir rapidement, souvent au détriment d'un bon jugement. Après avoir terminé son travail méticuleux de nettoyage de la hache, qui était en réalité déjà propre, Walter la saisit fermement près de la lame et poursuivit son inspection, éclairant chaque recoin du sous-sol. Sur le mur opposé aux étagères, une vingtaine de clous, peut-être davantage, étaient plantés de manière chaotique. Ils étaient identiques à ceux trouvés sur les étagères, mais certains étaient dépourvus de tête, ce qui les faisait ressembler à de grosses aiguilles acérées, suffisamment dangereuses pour infliger une blessure sérieuse. Walter effleura du bout des doigts les pointes qui dépassaient, et, par réflexe, retira sa main en se griffant légèrement le bout des doigts. Il continua à éclairer les environs, mais tout ce qu'il pouvait voir,
c'étaient de larges fissures entre les planches pourries, laissant entrevoir la terre en dessous. N'ayant rien trouvé d'autre d'intéressant sur le sol ou les murs, Walter tourna son attention vers le plafond. Bien qu'il fût également en bois, il semblait mieux conservé que le reste. Pourtant, une large fissure près de l'escalier qu'ils avaient emprunté pour descendre laissait passer de grosses gouttes d'eau, sans qu'il ne soit possible de déterminer leur origine. Peut-être une canalisation défectueuse à proximité? Walter longea le mur, les brins de paille craquant sous ses pieds. Il s'arrêta un moment pour écouter les sons extérieurs. Après quelques instants de concentration, il distingua clairement les voix animées du groupe de poker qui ne semblait pas décidé à se disperser. Mais ce qui préoccupait le plus Walter, ce n'était pas eux, mais bien le propriétaire de la maison, dont l'emplacement demeurait inconnu. Était-il dans sa chambre? Où avait-il quitté la maison? La principale inquiétude de Walter était qu'ils ne viennent pas les surprendre dans ce sous-sol humide, imprégné d'une odeur de moisi, car il ne faisait aucun doute que le maître des lieux connaissait l'existence de cet endroit. « Hé, réveille-toi » l'appela Marco. Walter, perdu dans ses pensées, ne réalisa pas tout de suite qu'on s'adressait à lui. Marco se tenait dans l'obscurité, de l'autre côté du sous-sol. Le faisceau de la lampe de Walter était dirigé dans la direction opposée, n'éclairant qu'une petite partie de l'espace. Walter se hâta de rejoindre son compagnon et le trouva debout à côté d'une échelle. Elle semblait identique, du moins le pensait-il, à celle qu'ils avaient utilisée pour descendre. Une soudaine confusion s'empara de Walter, brouillant son sens de l'orientation et le déséquilibrant légèrement. « Une autre échelle », murmura Marco, dissipant les doutes de Walter. Walter lui tendit la lampe et sans lâcher sa hache commença à grimper, glissant parfois sur les barreaux métalliques. Le contact du métal froid et lisse sous ses paumes lui confirma que cette échelle était toute neuve, encore épargnée par la rouille. Arrivé au sommet, sa tête heurta les planches du plafond, qu'il sentit bouger sous son poids. Plaçant le manche de la hache entre ses dents, Walter rassembla ses forces pour soulever la trappe. Une bouffée d'air frais nocturne lui fouetta le visage, tandis que de la terre tombaient des bords de l'ouverture. Cette sortie débouchait en pleine herbe, non loin de la maison. Walter ouvrit complètement la trappe et jeta un coup d'œil. À une dizaine de mètres, il apercevait clairement la clôture tordue et la façade délabrée de la maison qui se trouvait derrière. Il avait pensé que le sous-sol était petit, mais il semblait en réalité s'étendre bien au-delà, étant donné la distance entre cette sortie et la clôture. Walter s'apprêtait à sortir pour que Marco puisse tout voir quand il remarqua une lumière vacillante au loin. Quelqu'un approchait avec une lampe torche. Walter redescendit précipitamment, referma la trappe presque complètement et tenta de mieux observer l'inconnu qui s'avançait. « Qu'est-ce qu'il y a là-haut » demanda Marco. Walter lui fit seulement un geste pour exiger le silence, continuant d'observer avec attention le mystérieux marcheur, qui semblait se diriger droit sur eux. Sa main, qui retenait le lourd couvercle au-dessus de sa tête, commençait à le faire souffrir, et le sang avait cessé de circuler dans ses doigts. L'immobilité du visiteur exaspérait Walter. Moins d'une minute passa avant que la silhouette ne s'approche suffisamment pour que Walter puisse enfin distinguer son visage. Il reconnut immédiatement Fisher. Sans hésiter une seconde, Walter referma brutalement la trappe et sauta les 3 mètres qui le séparèrent du sol. Sans fournir la moindre explication, il attrapa Marco par le col et le traîna jusqu'à l'autre échelle, lui arrachant la lampe de poche au passage pour éclairer la sortie. Une fois Marco arrivé en haut et ayant soulevé le couvercle de la trappe, Walter éteignit la lampe et, dans la pénombre, monta rapidement derrière lui, sentant son cœur battre à tout rompre. Ce n'était pas de la peur, non, c'était l'effet de la course bien qu'elle fût brève. Une fois au rez-de-chaussée, Walter entendit clairement un léger grincement provenant de la trappe qu'il venait de refermer sur Fisher. Pour éviter tout problème, et à peine remis de sa montée d'adrénaline, il attrapa à nouveau Marco par le col et l'entraîna vers l'escalier menant au 1er étage. « On a failli se faire attraper » murmura Walter, une fois arrivé au 2e étage. « J'espère que cet abruti ne m'a pas vu. »« Quel abruti ?» Walter se retourna brusquement sans lâcher le col de Marco et se retrouva nez à nez avec Margaret qui manifestement ne s'était pas encore couchée. Était-ce à cause de son nouveau compagnon Tony, ou simplement parce qu'elle n'arrivait pas à s'endormir sans son mari? Walter n'avait pas envie de le savoir, même si son orgueil n'en aurait pas souffert. « Où as-tu trouvé cette hache ?» demanda Margaret, n'ayant pas obtenu de réponse à sa première question. Elle portait une robe de chambre en soie noire et se tenait les bras croisés. Son expression, faiblement éclairée par la lampe torche que Walter avait rallumée en montant avec Marco, semblait étrange. Walter sentait au fond de lui qu'elle était profondément contrariée. « Je l'ai trouvée !» se contenta-t-il de répondre. « Qu'as-tu encore fait ?»« Rien, bordel !» cracha-t-il, son visage se durcissant. Il relâcha Marco et, avec la main tenant la hache, saisit Margaret par le menton, rapprochant son visage du sien. « Pourquoi tu penses toujours que j'ai fait quelque chose de mal ?»« Parce que tu es toujours calme quand tout va bien.
répliqua Margaret, se dégageant de l'emprise de Walter et reculant d'un pas, mal à l'aise face à la proximité de la hache. « Toi, va te coucher », la coupa-t-il sèchement. « Margaret, va te coucher ». Sans attendre sa réaction, Walter se détourna, poussa Marco dans le dos et s'éloigna d'elle. Marco, comprenant que Walter n'irait pas dans sa chambre tant que Margaret ne serait pas endormie, poussa un soupir et ouvrit la porte bancale de sa modeste chambre pour le laisser entrer. Walter posa la hache contre le mur, où le papier peint décollé pendait tristement, et s'affala sans ménagement sur le canapé. « Pourquoi on ne se tire pas d'ici » demanda Walter. Marco s'assit prudemment sur le bord de la table de chevet où il avait posé son Smith & Wesson et ses chargeurs et jeta un regard sceptique à Walter, allongé de tout son long sur le canapé, les pieds posés sur la coudoir. « Arrête de dire des conneries » rétorqua Marco. « Où voudrais-tu aller ? Tu comptes chercher une sortie de ce trou en pleine nuit et finir par te perdre. » Walter grogna et agita le poing devant son visage, comme s'il se battait contre un ennemi invisible. Il savait parfaitement que Marco avait raison, cela n'avait aucun sens de fuir, car Fisher les avait amenés ici, et lui seul connaissait le chemin pour retourner en ville. Margaret, de son côté, n'avait pas voulu écouter Walter. Elle était profondément agacée par son comportement. Par le passé, il avait également agi de manière étrange, cachant des choses et ramenant des armes à la maison, mais, par chance ou non, il n'avait jamais été pris par la police. Apparemment, la raison l'emportait parfois sur l'impulsivité de Walter. Le couloir était désormais plongé dans un silence total, et aucune lumière ne filtrait plus sous la porte de la pièce où Warren et ses amis s'étaient récemment amusés. Margaret voulait rejoindre sa chambre, mais elle n'arrivait pas à bouger. Au bout du couloir, une brise soudaine fit virevolter ses boucles rousses et un bruit sourd résonna. Le battant d'une fenêtre s'écrasa contre le mur, laissant le vent s'engouffrer dans la maison. Les lattes du plancher sous ses pieds craquèrent légèrement et elle sentit une présence derrière elle. Se retournant brusquement, elle se retrouva face à Anthony. Une étrange combinaison d'inquiétude et de peur prête à éclater s'évapora de son âme en un instant. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, d'un ton détendu en s'approchant d'elle. « Walter est revenu, mais il y a quelque chose d'étrange chez lui, » répondit Margaret. Margaret semblait ailleurs, et Anthony remarqua son comportement distrait. Il laissa délibérément la porte de sa chambre entr'ouverte, afin que la lumière tamisée de la lampe à pétrole éclaire légèrement l'endroit où il se tenait. « Il y a toujours quelque chose d'étrange avec lui, non ?» dit Tony avec un sourire énigmatique. Margaret distinguait à peine les traits de Tony dans la pénombre, mais son expression indiquait qu'il était de bonne humeur. Il posa doucement ses mains sur ses épaules, l'attira contre lui et l'obligea à s'appuyer sur son torse. Margaret, bien plus petite que lui, sentit Tony se pencher vers son visage avec l'intention évidente de l'embrasser. Mais au dernier moment, elle se détourna et murmura un « non » à peine audible. Frustré, Tony la relâcha à contre-cœur. Il n'était pas clair ce qui avait poussé Margaret à le repousser, mais il était évident qu'elle n'avait pas rejeté ses avances jusqu'à la toute dernière seconde. « Bonne nuit, Tony », dit-elle, articulant chaque mot avec précision. « Bonne nuit », répondit Tony en haussant les sourcils, un sourire insatisfait sur les lèvres. Margaret tâtonna pour trouver la poignée de la porte et, sans tourner le dos à Tony, entra dans sa chambre, refermant la porte à clé derrière elle. Tony resta immobile un moment, un sourire béat sur le visage, fixant l'endroit où Margaret venait de disparaître. Puis, son expression changea. Il fronça les sourcils, frappa sa cuisse avec son poing et rentra dans sa chambre en claquant la porte. Le soleil se leva tôt, baignant la plaine d'une lumière douce. Une légère odeur de fumée flottait dans l'air, et à la lumière du jour, on distinguait nettement une fine brume. Walter, vêtu d'un pullover et enveloppé dans une couverture, s'approcha de la fenêtre, dont la peinture s'écaillait par endroits, et regarda au loin. Là-bas, loin de la maison, il aperçut une silhouette solitaire, guidant un petit troupeau de moutons. Les animaux, serrés les uns contre les autres, semblaient effrayés et avançaient à contre-cœur, malgré les efforts du berger pour les faire avancer. Walter entr'ouvrit la fenêtre, laissant une bouffée d'air frais envahir la pièce. Il se retourna pour jeter un coup d'œil à Margaret, qui dormait encore. Mais même dans son sommeil, son visage restait tendu, sans doute hanté par les événements de la veille et le comportement abrupt de Walter. Ce dernier n'était rentré qu'à 2 heures du matin, moment où Marco, visiblement lassé de leur conversation, lui avait demandé, en bâillant, de lui laisser au moins la moitié du lit. Walter ressentait une étrange inquiétude, sans pouvoir en identifier la cause. Il regagna sa chambre et, profitant du sommeil de Margaret, cacha la hache qu'il avait trouvée sous le lit. Ce n'était peut-être pas l'endroit le plus sûr, mais il ne réfléchit pas davantage. Après s'être brièvement rafraîchi, il sortit dans le couloir. La maison était plongée dans un silence absolu, seulement rompu par des voix lointaines provenant de l'étage inférieur.
Une mélancolie inexplicable l'envahit, mais il n'en laissa rien paraître. En avançant dans le couloir du deuxième étage, il remarqua qu'il était entièrement recouvert d'un tapis moelleux, qui semblait de qualité, et détonnait avec le mobilier modeste qu'il avait observé dans le reste de la maison. Walter marchait lentement, inspectant les lieux avec l'air d'un enquêteur, plutôt que celui d'un simple invité. La partie inférieure des murs était recouverte de panneaux de bois, dont certains étaient rayés ou percés, tandis que la partie supérieure était tapissée d'un vert pâle. Walter détestait toutes les nuances de vert, sauf la vibrante couleur des feuilles fraîches au printemps. Les plinthes montraient aussi des signes d'usure, mais l'ensemble ne donnait pas une impression désagréable. La rampe de l'escalier était terriblement abîmée, et il semblait évident que personne n'avait l'intention de la réparer. Walter enfonça ses mains dans ses poches pour ne pas, par réflexe, s'y accrocher. Il se sentait comme un enfant gâté à qui l'on avait toujours offert des jouets neufs et éclatants, mais que l'on venait de gratifier d'un vieil ours en peluche, usé et déformé par un propriétaire précédent. Fronçant les sourcils, Walter descendit rapidement les escaliers. Dans la salle à manger, les rats avaient disparu, probablement trop prudents pour s'aventurer à découvert en plein jour. Walter fit de son mieux pour marcher en silence, évitant de faire grincer les planches, et y parvint. Il s'approcha de la porte délabrée, qui semblait dangereusement inclinée vers lui, comme prête à arracher le cadre de ses gonds. S'appuyant contre le mur, il tendit l'oreille. Dans la pièce, il n'y avait que 3 personnes, et il reconnut immédiatement la voix de Marco. La deuxième voix ressemblait à celle de Tony, bien que Walter n'en fût pas sûr, ayant évité de prêter attention à ses murmures la veille. La troisième voix était celle d'une femme, mais Walter n'arrivait pas à deviner de qui il s'agissait. Ils parlaient à voix basse, comme pour cacher le contenu de leur conversation à d'éventuels curieux. Le ton inquiet de leur échange alerta Walter. Décidant de ne pas rester dans l'incertitude, il se détacha des horribles papiers peints verts et entra dans la salle à manger. Là, il trouva Tony, Marco et Glenn. Si la présence de Marco et Tony ne le surprenait pas, celle de Glenn semblait incongrue. Elle appartenait à un autre groupe d'habitants de la maison et Walter se demandait ce qu'elle faisait là, alors que Warren distribuait habituellement les cartes à cette heure-là. « Bonjour », dit Marco, en appuyant sa joue contre son poing. Glenn et Tony se retournèrent en même temps et, en voyant Walter debout dans l'encadrement de la porte, à moitié endormi et vêtu d'un pull noir moulant sa silhouette mince, ils se détendirent visiblement. Walter fit un léger signe de tête et s'assit à côté de Marco, satisfait d'observer les changements d'expression sur les visages de Tony et Glenn. « Pourquoi sommes-nous tous aussi maussades ici ?» demanda Walter, ignorant délibérément le grondement de son estomac. « Fisher s'est-il transformé en rat ? Si cela s'était produit, ce serait une bénédiction, » répondit Tony en fronçant les sourcils. « Bien sûr, personne ne partirait loin, personne ne connaît le chemin, mais ce genre de blague, franchement, je n'apprécie pas, désolé. »« Que se passe-t-il alors ?»« Je me suis réveillé vers 4 heures, ou peut-être un peu après, » commença Glenn d'une voix étonnamment grave, peu habituelle pour une jeune fille, à l'apparence aussi fragile. Je n'avais pas très faim, alors je me suis servi un verre de lait et j'ai mangé un petit pain. Comme je n'arrivais pas à dormir, j'ai décidé de sortir prendre l'air. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'horrible. Elle s'arrêta, provoquant un haussement de sourcils de Walter perplexe, et ajouta « Toutes les portes et fenêtres sont bloquées. »« Comment ça, bloquées ?»« Littéralement, » répondit Tony en élevant les bras. « Fermées, probablement de l'extérieur, et les fenêtres sont clouées avec des clous, sauf les lucarnes, et les clous sont recouverts de peinture. On ne peut pas sortir par une lucarne, et on ne peut pas briser les fenêtres ou les planches. Après tout, ce n'est pas ta maison. Il est possible qu'il n'ait pas cloué les fenêtres pendant la nuit, continua Glenn. Personne n'avait essayé de les ouvrir pendant toute la semaine. Il fait un froid de canard dehors. Mais la porte, quand l'a-t-il faite, bon sang, avec ses blagues ? Walter s'affala sur la chaise, croisant ses bras longs et se balançant légèrement d'avant en arrière. Depuis le début, il avait soupçonné que Fisher n'était pas si innocent. Les portes et fenêtres étaient verrouillées, mais Walter ne songea pas à se lever pour vérifier la trappe au bout du couloir, celle par laquelle lui et Marco étaient repassés pour descendre au sous-sol la veille. Évidemment, son camarade avait aussi complètement oublié cette sortie, ou peut-être n'avait-il pas osé la vérifier, de peur que ni Tony ni Glenn ne découvrent cette issue secrète. « Mais où est Fisher ?» demanda Walter, se souvenant soudainement du responsable de tout ce chaos. « Il n'est pas dans la maison », répondit Marco. « Quelle surprise !» s'exclama Walter. « Que fait-on alors ? On attend jusqu'au dîner. Et les autres, ils sont déjà au courant ? Pourquoi le sauraient-ils ? répondit Glenn avec sarcasme. Ils sont tous ivres comme des skifs. Ils ne rouvriront les yeux que lorsque la lune sera dans le ciel. Alors laissons-les découvrir eux-mêmes la mauvaise nouvelle, on ne leur dira rien. La décision de Walter fut unanimement approuvée, ce qui le rendit encore plus vigilant.
Une fois de plus, son estomac rugit comme si on l'égorgeait, et il se leva à contre-cœur de la table pour chercher quelque chose dans le réfrigérateur que Fisher avait gentiment approvisionné et rempli chaque jour, espérant trouver quelque chose qui convienne à ses préférences culinaires. À l'arrivée de Walter, la conversation qu'ils avaient beau commencer se stoppa net. Peut-être l'avait-il oublié, ou peut-être ne voulait-il pas parler devant lui. Dans ce silence lourd, suspendu comme une toile d'araignée du plafond, Walter cuisina des œufs en silence, remuant la spatule dans une vieille poêle. Bien qu'ils fussent au XXIe siècle, la maison semblait avoir été presque entièrement transportée depuis le XXe, voire le XIXe siècle. Des lampes à pétrole au lieu de l'électricité, un vieux poêle à gaz ayant au moins 2 décennies, des planchers qui grincent, des sous-sols vieillots. Tout cela pesait sur les habitants actuels, comme s'ils étaient arrivés dans une pension, mais s'étaient retrouvés dans une maison abandonnée, pleine de fantômes. Le propriétaire de la maison avait disparu, enfermant ses invités comme dans une prison. Il semblait que Fisher avait monté une attraction complètement ratée, non pas pour les divertir, mais pour les effrayer. Il n'y avait nulle part où aller, alors Walter décida de vérifier à nouveau la porte fermée, juste pour être sûr qu'elle était effectivement scellée. C'est alors qu'il pensa au sous-sol. Mais à peine s'approcha-t-il de la trappe que les résidents qui avaient dormi commencèrent à apparaître au premier étage, le forçant à feindre qu'il se dirigeait vers la salle à manger. Avec une grimace de dégoût, il se rasseyait à la table, observant comment la conversation entre Marco, Tony et Glenn reprenait, parlant uniquement de la compagnie qui allait bientôt découvrir la mauvaise nouvelle. Le premier à entrer dans la salle à manger fut Warren, se grattant le crâne avec perplexité. À sa question « Que se passe-t-il avec la porte ?» La réponse fut tout aussi concise. Elle est fermée, ce qui fit se contracter nerveusement les muscles de son visage. Peu après, les autres membres de la compagnie en état de gueule de bois arrivèrent, avec des expressions similaires à celles de leur chef, bien que personne ne se grattât la tête. Glenn, les prenant en pitié, leur annonça simplement que Fisher avait fermé toutes les portes et fenêtres et s'était éclipsé. Fin de la première partie. La deuxième partie de cette histoire est déjà disponible sur la chaîne.